Bonjour à tous, on s'est tous déjà posé cette question, n'est-ce pas? Est-ce que la personne que je montre au monde, c'est vraiment moi? Cette question, qui est au cœur de nos vies, de nos profils en ligne, eh bien, c'était déjà l'obsession des moralistes au XVIIe siècle. Ces penseurs, ils ne se contentaient pas des apparences, non, ils ont voulu disséquer l'âme humaine, mais avec la précision d'un chirurgien et le talent d'un peintre. Allez, on plonge ensemble dans leur univers qui est, vous allez voir, absolument fascinant. Voilà la grande question qui traverse toute leur œuvre. Sommes-nous vraiment ce qu'on montre aux autres? Tout ce jeu social, ces masques qu'on porte tous les jours, est-ce que ça cache une vérité bien plus complexe? Et si c'est le cas, comment on fait pour la débusquer? C'est précisément le défi qu'ils se sont lancés. La Rochefoucauld, ici, il résume tout à la perfection. Alors, pour bien comprendre comment ces auteurs ont traqué nos illusions, on va explorer ça en 3 temps. D'abord, on va découvrir qui étaient vraiment ces anatomistes de l'âme. Ensuite, on analysera leur outil préféré, l'art de la phrase courte, percutante. Et enfin, on verra comment leurs observations sont non seulement passionnantes, mais surtout un atout majeur pour votre épreuve du bac. Parfait. Commençons notre enquête. Alors, qui sont-ils, ces penseurs qu'on a surnommés les anatomistes de l'âme? Alors là, attention, c'est un point de départ crucial, une distinction que vous devez maîtriser sur le bout des doigts. Un moraliste, ce n'est pas un moralisateur. Son but, ce n'est pas de juger, de faire la leçon, non. Son projet est bien plus ambitieux. Il veut observer, décrire, analyser les comportements humains, ce qu'on appelle les mœurs, pour en révéler les mécanismes les plus secrets. Pour comprendre leurs pensées, il faut se remettre dans le contexte. On sort des terribles guerres de religion, l'optimisme de la Renaissance est un peu retombé. On se méfie des grandes passions, on recherche un idéal de mesure, c'est l'honnête homme, celui qui sait se tenir en société, qui maîtrise l'art de la conversation. Et les salons littéraires, eh bien ce sont les laboratoires de cette analyse. On y cultive un certain pessimisme sur la nature humaine, qu'on pense dominée par l'amour-propre, cette tendance à tout ramener à soi. Cette citation de Louis Van Delft, elle est fondamentale. Retenez-la. Elle nous donne la double métaphore du moraliste. C'est à la fois un scientifique, un anatomiste qui va explorer les recoins les plus sombres du cœur, et c'est aussi un artiste, un peintre, qui réalise des portraits d'une lucidité souvent implacable. La science et l'art au service de la vérité humaine. Et voici les figures principales de ce mouvement. On a La Rochefoucauld et ses maximes aussi tranchantes qu'un scalpel, La Bruyère et ses portraits au vitriol de la société de son temps, ou encore Pascal avec ses méditations vertigineuses sur la condition humaine. Chacun, avec son style, vient ajouter sa pièce à cet immense puzzle qu'est la nature humaine. Bon, maintenant qu'on sait qui ils sont, passons à leur méthode. Comment s'y prennent-ils concrètement? Tout leur génie réside dans le choix de leurs outils, les formes brèves. Il faut bien distinguer leurs deux armes favorites. D'un côté, il y a la maxime, l'arme de la Rochefoucauld. C'est une formule ciselée, générale, qui tombe comme un coup près pour énoncer une vérité qui se veut universelle. De l'autre, on a le portrait, perfectionné par La Bruyère. Lui, il part d'un tas particulier pour peindre un type social, un défaut humain, dans toute sa splendeur, souvent ridicule. Mais alors, pourquoi ce choix de la brièveté? Ce n'est pas de la paresse, c'est une vraie stratégie littéraire. Une phrase courte, c'est plus puissant. Ça frappe l'esprit, ça se mémorise. Ça force aussi le lecteur à devenir actif, à réfléchir, à combler les blancs. C'est le format idéal pour révéler les paradoxes du cœur humain et, comme chez La Fontaine, pour utiliser la fiction de manière chirurgicale. Assez de théorie, passons à la pratique. Voyons un peu ces techniques en action. Rien de tel que des exemples concrets pour saisir toute la puissance de ces peintures murales. Prenez La Fontaine et sa fable Le coche et la mouche. Il nous dépeint cette petite mouche qui s'agite, qui bourdonne et qui est persuadée de faire avancer la voiture à elle toute seule. C'est l'allégorie parfaite de la vanité. Elle incarne, comme le dit le texte, certaines gens faisant les empressés qui se mêlent de tout sans aucune utilité et qui au final devraient être chassés. La morale est cinglante et, on peut se le dire, toujours tristement d'actualité. Passons maintenant à La Bruyère et à son portrait inoubliable de Théodecte. Vous savez, l'homme qui prend toute la place. L'écriture de La Bruyère est géniale. Elle mime l'arrivée du personnage. Écoutez bien. D'abord, on l'entend de loin, sa voix qui enfle. Puis le voilà qui entre. Et son rire, ce n'est pas un partage, non, c'est une prise de possession de tout l'espace sonore. Le volume augmente encore. Il crie. Toute conversation devient impossible. L'agression se fait de plus en plus précise. Et c'est le bouquet final. Il éclate, il interrompt tout le monde. La gradation est magistrale. En quelques verbes, La Bruyère a peint le portrait complet de l'égocentrique insupportable, celui qui, comme il le dit, abuse de la folle déférence qu'on a pour lui. On change complètement de registre avec Pascal. Ici, la brièveté, elle ne sert pas à la satire, mais la méditation métaphysique. Cette formule est d'une densité prodigieuse. Elle contient tout le paradoxe de la condition humaine. Notre infinie fragilité physique face à l'univers et notre infinie grandeur par la pensée.
C'est cette conscience de notre propre fragilité qui fait, selon Pascal, toute notre dignité. Bon, abordons maintenant la partie la plus stratégique pour vous. Pourquoi cette plongée chez les moralistes est-elle si cruciale pour votre réussite au baccalauréat? C'est très simple, ces auteurs, leurs œuvres, sont au cœur même de l'objet d'étude sur la littérature d'idées. Les maîtriser, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue, que ce soit pour le commentaire ou pour la dissertation. Regardez bien ce tableau. Considérez-le comme votre carte stratégique. Il fait le lien direct entre un auteur, sa forme de prédilection et des thèmes majeurs à mobiliser dans une copie. Par exemple, si un sujet porte sur la critique du pouvoir, La Fontaine est un allié de poids. S'il s'agit du paraître, La Bruyère est tout simplement incontournable. Et pour la condition humaine, Pascal offre une profondeur inégalée. Donc pour résumer, voilà votre checklist de révision. Il faut savoir définir et analyser les formes brèves, connaître le contexte historique et culturel, maîtriser les grands thèmes comme la vanité ou l'amour-propre, et surtout être capable d'utiliser des citations précises pour argumenter et d'analyser le style, cet art de la formule choc qui fait toute leur force. On le voit bien, la forme brève était l'outil parfait pour démasquer les illusions de l'amour-propre. Mais, comme le suggère La Rochefoucauld lui-même, avec une lucidité un peu désespérée, cette exploration est infinie. Le pays de l'amour-propre n'a pas de frontières connues. Et c'est là que le miroir qu'ils nous tendent devient vertigineux. Parce qu'après avoir étudié Théodecte, ou la mouche du coche, il reste une question en suspens. Une question que je vous laisse en ouverture. Et si finalement, le plus grand caractère, le plus fascinant des personnages décrits par les moralistes, c'était nous-mêmes ici et maintenant?